Bienvenue dans On manque pas d'air, l'émission 100% ventilation de Génie Climatique Magazine avec le soutien de Francaire et de Calibat. Invisible, l'air que nous respirons n'en est pas moins décisif pour notre santé. Perte de concentration, problèmes respiratoires, affections chroniques, les conséquences d'une mauvaise qualité d'air intérieur sont connues. Mais le défaut de ventilation nuit également aux bâtiments. Nous allons interroger qualité d'air et ventilation dans les bâtiments scolaires, occupés de façon intermittente mais avec des pics de fréquentation importants. Ils exposent nos enfants à des conséquences sanitaires lourdes. Et ces bâtiments se retrouvent au centre de toutes les attentions à l'heure où la rénovation de ce cadre scolaire s'accélère. Qu'en est-il exactement de la ventilation ? C'est le sujet que nous allons discuter avec autour de la table Sandrine Févet. Vous êtes présidente du bureau d'études CEFI. Bonjour. Bonjour. Daniel Jacquemot, vous êtes directeur de la politique technique de Calibat. Bonjour. Et Yann Escoffier, chargé de prescription en Auvergne-Rhône-Alpes pour Francaire. Bienvenue. Bonjour. Alors, Sandrine Févet, je vais commencer par vous. Présentez-nous ce bureau d'études CEFI, votre activité, votre expertise, et puis votre intervention dans ce champ des bâtiments scolaires. Après 20 ans passés en installation et exploitation dans le monde du génie climatique, il y a 10 ans, j'ai décidé de monter mon bureau d'études. Je me suis associée il y a 5 ans et nous travaillons dans tout ce qui est génie climatique et notamment une grosse part ventilation et traitement d'air et dans les établissements scolaires. En Île-de-France. Tout type d'établissement, principalement en Île-de-France. Merci. Yann Escoffier, même exercice, présentation de Francaire, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette entreprise, et puis de votre part d'activité autour de ces bâtiments scolaires dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. Du coup, Francaire est une société qui conçoit, fabrique et surtout vend du matériel de ventilation. Le principe, c'est de vendre le système complet qui va permettre de bien ventiler. Et moi, mon côté, c'est plutôt aider la maîtrise d'ouvrage ou les bureaux d'études à concevoir des bons systèmes de ventilation et notamment maintenant beaucoup dans les locaux d'enseignement. Daniel Jacquemot, même question. Est-ce qu'il faut présenter Calibat ? Oui, vous allez présenter Calibat. Je pense Oui, que tout le monde connaît, mais allez-y. Calibat, c'est le principal organisme de qualification des entreprises dans le bâtiment. C'est une association loi 1901 qui a été créée en 1949. Sa mission principale, c'est de promouvoir la fiabilité dans le monde du bâtiment à travers nos qualifications, nos certifications. Et en fait, on valorise une liste d'entreprises dans toutes les spécialités du bâtiment, hors l'électricité, des entreprises de toute taille qui ont su faire preuve de leurs compétences et de leur savoir-faire dans le bâtiment. Alors, dans cette liste, je ne vous interroge pas sur les bâtiments scolaires, puisqu'on n'est pas qualifié pour les bâtiments scolaires. En revanche, on peut l'être pour la ventilation. Vous avez une série de qualifications qui portent sur ce champ-là. Mais en fait, à Calibat, on a 3 types de qualifications qui portent sur la ventilation, des qualifications d'installation, des qualifications de maintenance et d'entretien et des qualifications de mesure. Donc, dans les qualifications d'installation de VMC, il y a 2 qualifications principales à Calibat. C'est la qualification 5311, qui est l'installation de VMC en habitat individuel, collectif ou autre bâtiment pour des bâtiments de surface de plancher inférieure à 1000 m². Et si les bâtiments sont supérieurs à 1000 m², c'est cette fois-ci la qualification 5312 qui intervient. Donc, c'est des qualifications pour des entreprises qui installent des installations de ventile aussi bien en simple flux qu'en double flux. Sachant que les entreprises qui sont 5312, elles peuvent faire quand même les chantiers aussi bien pour des supérieurs à 1000 m² qu'inférieurs à 1000 m². Le plus, peu le moins, c'est un peu l'idée. Très bien, merci beaucoup. On va, dans un premier temps, regarder ce qui se passe sur le marché du neuf. On parlait rénovation au lancement, mais évidemment, il se construit quand même des bâtiments scolaires. Et Yann Escoffier, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont vous avez la responsabilité pour Francaire, et puis plus largement, vous voyez quand même passer des chantiers de construction neuve. C'est quand même encore quelque chose qu'on fait, des groupes scolaires à l'échelle des collectivités. Oui, effectivement. Surtout dans les zones urbaines où il y a quand même une croissance de la population. On voit encore des bâtiments neufs, des locaux d'enseignement neufs être construits, et notamment qui impliquent pas mal de nouvelles normes derrière, notamment tout ce qui est CTA double flux, système double flux. Ça va permettre d'avoir une meilleure qualité d'air, d'avoir un bon brassage de l'environnement. Par contre, ça implique aussi notamment beaucoup plus de réseaux. Ce qui permet d'avoir une qualité meilleure, notamment par les réseaux adjoints.
Et donc, on est dans ces bâtiments-là, évidemment, sur des réseaux rigides et on n'a pas la problématique des conduites souples qu'on peut rencontrer dans l'existant. Effectivement, normalement, on passe sur des réseaux rigides, à joint pour avoir une meilleure étanchéité et permettre d'avoir des qualifications bien meilleures. Et donc, ce sont des bâtiments soumis à la RE 2020 et on a évidemment, dans des enveloppes très isolées comme celle-là, la ventilation, elle a aussi un poids majeur pour avoir des bâtiments qui durent un peu. Effectivement, la ventilation et notamment la ventilation double flux a un gros impact et permet d'avoir une très bonne ventilation, d'avoir une qualité d'air qui n'est pas négligeable, notamment dans les locaux d'enseignement. Sandrine Févet, on arrive sur les chantiers avec vous. Vous voyez passer des projets de neuf dans l'idée de ce que vient de décrire Yann. Est-ce qu'on voit encore des projets, alors des projets neufs sans ventilation, j'espère que non, mais en tout cas avec des ventilations qui sont complètement inadaptées aux besoins du chantier? Alors, des projets sans ventilation dans le neuf, non. Je n'en ai pas encore rencontré. Par contre, inadaptés, oui, avec des désordres, avec une inadaptation du système choisi, une mauvaise mise en œuvre, oui, ça, on en rencontre malheureusement pas mal. Et côté gaine, ce côté gaine rigide qui est obligatoire et puis qui est du bon sens pour pouvoir entretenir, on parlera un peu de l'entretien tout à l'heure, pareil, encore des marges de progrès sur les chantiers? Il y a des marges de progrès. La gaine souple facilite la vie de certains, donc on se bagarre un peu pour obtenir de la gaine rigide. Pour respecter aussi les DTU et les normes de mise en œuvre dans la bonne logique des choses, pour que ça tienne correctement, pour qu'on ne transmette pas les vibrations. Il y a tout un tas de sujets, qu'on puisse nettoyer les réseaux après. Il y a encore du chemin à faire pour que tout ça soit respecté. Et ça, ce sont des dossiers que vous voyez passer également, on ne l'a pas tout à fait mentionné encore, vous êtes également expert judiciaire? Non, je suis expert technique. Expert technique. Expert technique. J'interviens dans le cadre d'expertise judiciaire. Oui, c'est des choses que effectivement, les dossiers arrivent sur mon bureau. Avec des dans ce cadre très récents, pour le coup, puisqu'on est dans le cadre de la décennale. Oui, tout à fait. Daniel Jacquemot, Cadibat effectue des audits pour confirmer la qualification de ces entreprises. Comment se comporte la ventilation dans ces audits? Il y a plus de défauts, moins de défauts? C'est un lot bien maîtrisé? Il y a là aussi des marges de progrès? Qu'est-ce que vous observez sur ces sujets? Il y a effectivement quand même sans doute beaucoup de marges de progrès, puisqu'effectivement, nous, on constate que c'est une activité, l'activité 53 à Cadibat, qui est ventilation des enfumages. On considère qu'effectivement, c'est un des métiers où il y a, hélas, le plus d'écart. Donc nous, on fait des audits effectivement à Cadibat dans le cadre du RGE, donc on audite des chantiers de ventilation. Donc, et là, j'ai quelques chiffres. On en a audité en 2024 près de 500. Et les trois principaux écarts que l'on constate, et que l'on constate d'ailleurs depuis de longues années, c'est effectivement, le premier, c'est qu'on constate quand même dans 25% des cas, c'est quand même que les débits des bouches d'extraction ne sont pas conformes à ce qu'ils devraient être. Donc ça, c'est un problème majeur que l'on rencontre assez souvent. Les amenées d'air neufs ou les bouches de soufflage, elles sont présentes dans les pièces ou pas forcément dans la bonne pièce, où il n'y en a pas forcément. Donc là aussi, on se retrouve quand même avec un chantier sur 5 où on a quand même ce petit souci. Et puis après, les entreprises qui ne respectent pas les préconisations des fabricants ou qui ne donnent pas de note de dimensionnement. Et là, c'est un chantier sur 10. Ça, c'est ce que nous, à Cadibat, on appelle les écarts majeurs. C'est les trois principaux écarts majeurs. Mais il y a aussi ce que nous, on appelle des écarts mineurs. Et là, effectivement, tous ceux qui font un peu de ventile le savent, c'est que, par exemple, les portes intérieures qui doivent être effectivement détalonnées avec au moins 1 centimètre, c'est pas le cas. C'est pas le cas quand même dans 21% des cas. On doit avoir, et ça c'est un grand classique dans tous nos audits à Cadibat, il y a un PV de réception normalement qui doit être établi entre l'installateur et le client, et dans 20% des cas, on l'a pas non plus. Donc ça fait quand même un certain nombre de soucis. Et puis après, ce sont les mêmes 20% en tant que... Voilà, après il y en a effectivement, il peut y avoir quand même hélas, des entreprises qui cumulent. Après, c'est des éléments quand même qui se corrigent. Donc nous, au niveau de Cadibat, nos auditeurs doivent s'assurer après que l'écart il a été levé. Et le dernier point que l'on a constaté, c'est qu'effectivement, il faut aussi que les bouches d'extraction, elles soient distantes de 20 cm, etc., du plafond des murs. Et ça aussi, c'est dans près de 20% des cas, pas le cas. Donc il y a quand même un certain nombre d'écarts, c'est des écarts qui se lèvent, et ça progresse quand même d'une année sur l'autre, mais on les retrouve quand même, si on regardait depuis plusieurs années, c'est sans doute les mêmes écarts que l'on retrouverait.
On a donc globalement un paysage avec évidemment des chantiers neufs où la ventilation qui est réglementaire s'est diffusée, mais ce que vous soulignez tous, c'est que même si la double flux s'impose, effectivement, il reste sur ces chantiers une marge de progrès dans la mise en œuvre. On va parler rénovation, qui est peut-être le plus gros du sujet, parce que même si on construit des clubs scolaires, on n'en construira jamais autant qu'on en a à rénover. Et on sait que l'État, depuis quelques années, pousse un plan de rénovation des écoles. Alors, Yann Escoffier, chez Francaire, qu'est-ce qu'on vous demande en rénovation? La double flux, j'imagine, a une part un peu moins importante. Est-ce que ce décentralisé qui a fait pas mal parler de lui ces dernières années plaît, où on peut aller traiter classe par classe? Qu'est-ce qu'on attend d'un industriel en termes d'offres sur ces marchés de rénovation des bâtiments scolaires? Tout à fait. Avec l'aide des bureaux d'études, souvent, on doit créer complètement le système de ventilation dans des écoles. Malheureusement, il n'en existait pas beaucoup. Donc, en rénovation, on va créer le système. Et pour des fois s'éviter tous les problèmes de gaine, effectivement, ou de réseaux importants, parce qu'il y a des contraintes dans le bâtiment, puisqu'on ne peut pas passer des réseaux de partout, les CTA double flux décentralisés, donc une seule par pièce, permettent une super qualité d'air, permettent de traiter permettent de traiter l'air et surtout une bonne filtration. Ce système, effectivement, permet, avec une seule CTA double flux, d'avoir un bon moyen de traiter l'air efficacement des pièces. Sandrine Févet, vous êtes bureau d'études, prescriptrice évidemment sur ces chantiers. Alors, d'une part, qu'est-ce que vous observez sur les chantiers de rénovation? J'imagine que c'est peut-être encore pire que le neuf. Et qu'est-ce que vous préconisez? C'est-à-dire pour vous, une rénovation, quels sont les paramètres que vous allez prendre en compte pour dire du décentralisé, du centralisé, du simple ou du double flux? Il faut prendre, comme disait Yann, il faut prendre en compte le contexte, effectivement, parce que la ventilation, les lois de la physique n'ont pas changé dans la nuit. Donc, il faut passer les débits, il faut les passer de manière à ce que ça n'engendre pas de nuisances acoustiques. Donc, il faut de la place. C'est pas toujours simple. Et il faut prendre en compte le contexte, le bâti tel qu'il existe, l'utilisateur tel qu'il l'utilise aussi, et essayer de s'adapter au mieux. Donc, effectivement, un système décentralisé, une salle de classe, ça présente un beau volume quand même. Donc, on arrive à mettre un système décentralisé par classe. Après, quand on peut mutualiser, ça peut être aussi intéressant. Tout dépend de ce qu'on veut en faire et tout dépend de l'usage et du bâtiment. Ça simplifie aussi les chantiers parce qu'un décentralisé, du coup, c'est une intervention très courte. C'est beaucoup plus court et on peut phaser le chantier et déranger un peu moins. Dans le cadre d'une rénovation, surtout en site occupé, ça peut simplifier pas mal de choses. Et alors, ce que vous constatez quand vous arrivez sur des chantiers de rénovation, c'est un peu ce que disait Yann, c'est souvent des bâtiments où il n'y a pas de ventilation. Oui, quand j'ai commencé dans le métier, c'était la VMC dans les sanitaires et le reste, on ouvre la fenêtre. Donc oui, il n'y en a pas. Donc il faut arriver à mettre en place de la ventilation, c'est primordial, c'est même réglementaire. Il faut absolument le faire, oui. Alors c'est d'autant plus primordial qu'on isole évidemment maintenant par l'extérieur les bâtiments pour les rénover, donc ça crée une enveloppe étanche. Daniel Jacquemot, par ce fait-là, par le fait qu'on va changer des menuiseries, qu'on va isoler des bâtiments par l'intérieur, mais plus souvent par l'extérieur, isoler des toitures, évidemment, la ventilation devient l'affaire de tous, parce que si on fait tout ça sans ventiler, le bâtiment va vite avoir des désordres. Est-ce que, dans vos qualifications pour les métiers de l'enveloppe, quand on va qualifier une entreprise en ITE ou en menuiserie, est-ce que c'est un point de vigilance, cette ventilation? Est-ce que vous leur dites, attention, on veut que vous ayez... alors, vous n'êtes pas en mesure d'exiger, puisque vous êtes des prestataires, mais au moins que vous ayez attiré l'attention du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre sur la nécessité de ventiler. En fait, c'est surtout à travers les audits que l'on a effectivement, que l'on peut faire passer des messages. Dans les audits qui sont faits par Cadibat dans le cadre du RGE, il y a des grilles de points de contrôle, il y a un certain nombre de points de contrôle. Et il y a un point de contrôle qui est à peu près qui est commun à la menuiserie, qui est commun aux fenêtres de toit, qui est commun à l'isolation. Et d'ailleurs, pour tous ces métiers, c'est le seul point de contrôle qui parle de ventilation. Mais c'est ajout ou présence d'entrée d'air neuf permanente, suffisamment dimensionnée dans les locaux où la réglementation thermique l'impose. Donc ça veut dire qu'en fait, ce point de contrôle, il est vérifié sur tous les chantiers. Donc chaque fois, sur tous les chantiers de menuiserie extérieure, de fenêtres de toit, d'ITE, d'ITI, chaque fois, nos auditeurs doivent regarder ce point de contrôle. Et dans certains cas de figure, en menuiserie par exemple et en fenêtre de toit, c'est un écart majeur.
Dans d'autres cas de figure, ça peut être un écart mineur ou simplement une observation. Mais dans tous les cas de figure, nos auditeurs, effectivement, regardent ce point-là. Et donc, effectivement, si effectivement il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un moindre souci, et si ça mérite un écart, effectivement, ils mettront l'écart et ils en parleront avec l'entreprise. Et généralement, enfin, tous les audits que Calibat fait, il y a à la fois l'entreprise, l'auditeur et le client. Après, l'auditeur ne va pas forcément dire au client qu'il y a un souci sur ce chantier, mais en tout cas, immanquablement, ce point-là, c'est un point de contrôle qui est vérifié sur tous nos chantiers. Ce qui veut dire que sur les 19 000 audits qui ont été faits par Calibat en 2024, par exemple, il y en a au moins 10 000 sur lesquels, effectivement, nos auditeurs ont regardé ce point sur un chantier bâtiment. Donc c'est quand même effectivement une affaire collective, ce sujet, et pas seulement celle des professionnels de la ventilation. Yann Escoffier, je me tourne vers vous. On va parler un peu confort d'été. Alors je le disais en lancement, évidemment les bâtiments scolaires sont occupés de façon intermittente. Et traditionnellement, on se souciait assez peu de confort d'été puisqu'ils étaient fermés en juillet et en août, sauf dans certaines collectivités où éventuellement ils peuvent servir à de l'accueil de loisirs, mais la plupart du temps ils sont fermés. Et puis, on s'est aperçu que les canicules, maintenant, elles pouvaient être en mai, en juin, en septembre. C'était rentrée 2023, on s'en souvient, les enfants avaient, et les enseignants avaient très chaud dans les classes avec un 35 ou 38 degrés en extérieur. Quand on rénove une école ou quand on construit une école aujourd'hui, ça devient un sujet. Les clients demandent à ce que cette dimension de confort d'été soit prise en compte. Oui, tout à fait. C'est devenu véritablement un sujet important. Comme vous le dites bien, les grandes chaleurs vont s'étaler sur de plus longues périodes. Du coup, ce qui est pas mal, c'est que l'Aéro 2020 l'a quand même pris en compte. Normalement, maintenant, il y a un onglet confort d'été et qui demande maintenant de prévoir, notamment par le biais de la ventilation, double flux c'est mieux, d'avoir ce confort d'été. Les systèmes de ventilation double flux permettent effectivement de brasser bien plus l'air, donc d'avoir moins ce phénomène de chaleur. Et de plus, il y a des systèmes comme le free cooling ou le rafraîchissement nocturne qui permettent effectivement des solutions pour rafraîchir mieux les classes avant. On fait tourner la ventilation à très basse vitesse juste pour renouveler l'air et chasser la chaleur. Tout à fait, déjà de base dans la journée. Et la nuit, effectivement, on va voir si la température extérieure est plus basse que la température intérieure. On va mettre en route le système de ventilation qui va permettre de faire entrer de l'air frais pour que quand les élèves arrivent le matin, déjà la température est bien baissée. Ça, c'est en neuf. En rénovation, la problématique est la même. On peut avoir sur du décentralisé ou la création d'un réseau de ventilation, on peut avoir le même apport de... Tout à fait. Maintenant, c'est surtout les systèmes double flux. C'est la régulation qui le met en place. Il faut paramétrer comme il se doit. Et derrière, ça se met en place assez facilement. Et c'est un gain assez facile et maintenant non négligeable pour rafraîchir déjà nos pièces en été. Et sur de la rénovation, par exemple, quand vous voyez passer des cahiers des charges de collectivité, c'est une demande. Les mairies ou les conseils départementaux ont conscience qu'il y a un sujet là de... Maintenant, oui, effectivement. Par le terme des bureaux d'études aussi qui suivent l'Aéro 2020 et la demande de confort d'été, mais surtout la maîtrise d'ouvrage, effectivement, qui demande un rafraîchissement pour leurs élèves, pour éviter une mauvaise concentration, effectivement, quand il fait chaud. Les élèves sont plus turbulents. Des fermetures, parce que parfois... voire même des fermetures, effectivement. Donc, effectivement, maintenant, c'est une demande de la maîtrise d'ouvrage de plus en plus, oui. Sandrine Févet, donc pour le confort d'été, il faut une ventilation. Yann en parlait, mais si elle est entretenue, ça marchera mieux? Nettement mieux. Alors, d'autant qu'aujourd'hui, les systèmes, en fait, ont des sécurités et des filtres encrassés, par exemple, mettent en sécurité la machine et la ventilation s'arrête. Donc, c'est primordial d'entretenir son système. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir payé des travaux de ventilation si le maître d'ouvrage, donc en l'occurrence souvent une collectivité, n'a pas derrière une démarche d'entretien qui va d'ailleurs au-delà des filtres. Bien sûr, c'est un système qui fonctionne avec des pièces mécaniques qui tournent. Il faut les vérifier régulièrement, il faut les entretenir régulièrement pour s'assurer qu'on ait toujours les bons débits, que les filtres soient propres. C'est très important de filtrer quand même. Les bouches aussi. Et nettoyer les bouches, évidemment. Ça, voilà. Et tout ça, effectivement, nécessite une vigilance importante. Je sens à mi-mot qu'elle n'est pas toujours au rendez-vous. Non. On a du progrès à faire, voilà. On essaye d'accompagner les clients, les collectivités. Ils nous appellent aussi dans ce cadre-là. On est appelé pour des audits, ça ne marche pas bien. On regarde comment ça a été conçu, comment ça a été installé, comment c'est entretenu.
Et on propose des solutions pour essayer d'améliorer les choses. On met en place un certain nombre de paramètres ou de procédures pour améliorer la situation. Ce sont souvent des procédures qui, du coup, impliquent les services techniques des mairies. C'est-à-dire que c'est même pas une prestation extérieure. Un service technique est capable d'aller changer un filtre ou nettoyer une bouche. Oui, ça c'est pas très compliqué, mais en général ils ont des prestataires extérieurs pour faire l'entretien assez régulièrement. Okay, donc il faut prendre des spécialistes. C'est un paramètre clé du fonctionnement et donc du confort bien des sûr, oui. Bien sûr. Daniel Jacquemot, justement, entretien, maintenance, vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Comment Qualibat s'est positionné sur ces marchés? Qualibat a mis en place des qualifications pour la maintenance, l'entretien et la maintenance des systèmes de ventilation. Donc, on a 3 qualifications. La qualification 5331 qui est le nettoyage donc c'est la qualification de technicité courante qui est le nettoyage de réseaux aéroliques. Malheureusement, on n'a que 70 entreprises, donc c'est pas une qualification qui a fait quand même un tabac. Ça semble confirmer ce que... Voilà, ça va exactement, ça va bien dans le même sens. Après, on a la qualification 5332, où là, on va un petit peu plus loin, parce que c'est le nettoyage et la décontamination des réseaux aéroliques. Et là, on n'a plus que 10 entreprises. Donc, effectivement, on voit que ça... Voilà, peut-être qu'elles ont chacune 100 000 salariés. Donc. Voilà, après, il y a effectivement des entreprises importantes qui ont ce type de qualification et qui interviennent sur le marché. Donc, effectivement, il y a des entreprises qui ont plusieurs agences qui ont ce type de qualification. Et pour finir, on a la qualification 5333, maintenance des réseaux aéroliques, donc carrément en maintenance. Et là, par contre, on a un petit peu plus d'entreprises. On a 47 entreprises. Donc là, c'est la maintenance, c'est les centrales de ventilation, c'est les bouches, c'est les grilles. Voilà ce qu'a mis en place Qualibat. Mais c'est vrai qu'en termes de maintenance, de manière globale à Qualibat, c'est pas là où on a le plus d'entreprises. Nous, Qualibat, on souhaite développer la plupart de nos métiers des qualifications maintenance. On en a à chaudière, on en a en PAC, on souhaite en photovoltaïque. C'est quelque chose qu'on développe, mais effectivement, avec chaque fois, beaucoup moins d'entreprises qui détiennent ces qualifications. Alors, elles sont peut-être aussi moins connues, et c'est aussi parce que la maintenance dans le bâtiment, c'est pas encore devenu la règle base. C'est peut-être aussi lié à la demande. Oui. Peut-être que finalement, c'est possible parce que les maîtres d'ouvrage ne sollicitent pas suffisamment, et ça semblerait tout à fait corroboré avec ce que vous nous disiez, ne sollicitent pas suffisamment des acteurs de la maintenance. C'est les 3 qualifications que l'on a. Après, dans la grille classique de ventilation, il y a juste une observation. Donc, on avait dit qu'il y avait 3 niveaux dans nos fameuses grilles, non-conformité majeure, mineure et une observation. Et dans la grille de ventilation, la seule observation, c'est le client était informé de la nécessité d'un entretien régulier. Et là, quand même, sur 90% des chantiers, effectivement, le client, parce qu'effectivement, le client est là, le client a été informé, effectivement, qu'il faut entretenir, maintenir, enfin voilà. On informe, voilà. Donc, à travers nos grilles d'audit, effectivement, on fait passer des messages et aux entreprises et aussi aux clients. Ça nous fait une passerelle toute trouvée avec ce dernier thème de la qualité de l'air intérieur, puisqu'évidemment, on ventile pour ne pas avoir trop chaud l'été, on ventile pour préserver le bâtiment, mais on ventile aussi pour respirer un air qui ne soit pas nocif pour la santé, en particulier de nos enfants. Le monitoring est désormais obligatoire dans les bâtiments scolaires, en tout cas une mesure de la qualité d'air intérieur. Le monitoring, c'est peut-être un peu fort. Est-ce que vous partagez cette idée que quand on sait, on agit plus? C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas trop conscience de ce qu'on respire, on ne bouge pas, et puis le jour où on se rend compte que quand même il y a des concentrations un petit peu anormales, là on commence à bouger. Oui, alors la ventilation, c'est un peu le parent pauvre du bâtiment. L'air ne se voit pas, donc on passe un peu à côté. Effectivement, quand on a l'information, il est plus facile d'agir. Après un désordre en ventilation, une ventilation qui fonctionne mal, on s'en rend compte assez rapidement, avec un inconfort, avec de l'humidité, avec des moisissures qui apparaissent, avec des dégradations qui apparaissent. Ça va relativement vite. Pour faire le lien avec la ventilation, c'est pas évident. Faire le lien avec quelque chose qui ne se voit pas, c'est pas toujours simple. Mais oui, quand on a l'information, forcément, on va plus facilement aller surveiller et aller faire ce qu'il faut. Et alors, cette mesure, c'est le CO2 qui est obligatoire, la mesure du CO2 qui est obligatoire en bâtiment scolaire? C'est ça, c'est le CO2. Après, moi, je me posais la question, est-ce que, en fonction du contexte, peut-être qu'il y a d'autres choses éventuellement à vérifier, en fonction de la localisation de l'école, en fonction de ce qu'il peut y avoir autour. Mais le CO2, c'est primordial puisque ça a un impact sur la santé de nos enfants, sur leur concentration. C'est très important, oui. Et ce contrôle se passe comment? C'est-à-dire qu'il y a des salles des machines qui est installée dans chaque salle de classe? C'est beaucoup plus artisanal que ça? On est comment dans le...
C'est pas toujours appliqué, donc C'est pas toujours pour l'instant, je ne sais pas comment c'est contrôlé. J'ai pas encore vu grand-chose se passer à ce niveau-là. Donc des sondes CO2, des petits qui permettent de relever la qualité d'air. C'est des appareils aujourd'hui qu'on trouve assez facilement. J'en ai pas encore vu beaucoup se balader. Ce serait bien effectivement d'en mettre. C'est un avis de recherche de sonde. Voilà. Après, ce serait intéressant aussi de former et d'informer les gens, d'apprendre à lire et à interpréter. Dans une école. Quand même. Oui, parce que prendre une information brute, si on ne sait pas à quoi ça a trait et qu'on ne sait pas comment l'interpréter, ça peut être un peu compliqué. Ce serait important aussi de former et d'informer, et ça permettrait d'aller peut-être un petit peu plus loin dans la surveillance. Yann Escoffier, comment Francer s'empare de ce sujet monitoring, mesure? Ça veut dire que vos solutions évoluent avec des capteurs en plus qui vont d'une part informer le maître d'ouvrage ou l'exploitant, bon sur une école c'est le maître d'ouvrage, et d'autre part piloter la centrale pour qu'elle réagisse plus vivement lorsqu'un pic de CO2 notamment se dessine? Tout à fait. Déjà, la première chose, effectivement, c'est que depuis le décret QAI qui est passé au 1er janvier 2023, normalement, il y avait une obligation de monitorer, donc d'avoir un retour d'information sur les taux de CO2, éventuellement d'humidité. Là, c'était les points. Donc, d'avoir un retour de ces informations pour pouvoir agir. Le côté agir n'est pas encore officiel, donc c'est pour ça que je pense qu'on ne voit pas encore beaucoup d'actions dessus. Mais effectivement, le but c'était de remonter des informations, et notamment du taux de CO2. Du coup, Francer, avec la plateforme Francer Connect, qui est en gros une régulation qu'on vient ajouter aux régulations en place, va permettre de prendre ces informations des sondes CO2 qui sont mises, voire sondes d'humidité ou de température, pour déjà les enregistrer, faire un constat, voir si la pièce a un taux de CO2 trop élevé, et derrière essayer d'agir effectivement. Le côté agir, ça va être améliorer un peu le débit, augmenter le débit pour avoir un renouvellement d'air plus important, ou tout simplement montrer, puisqu'il y a aussi une notion de visuel, montrer aux personnes dans la pièce que le taux de ppm, particules par minute en CO2, a explosé et il faut faire agir dessus. Ça permet derrière, souvent à des communes, de dire là, on n'était pas forcément au bon taux. On va essayer d'agir dessus, on va essayer de trouver des solutions pour améliorer cela. Oui, surtout que les élections municipales approchent. Ça peut, pour une mairie qui s'emparerait de ce sujet, ça peut être aussi un thème de communication vis-à-vis d'une population, de dire nous, en fait, on prend à bras le corps ce sujet, on regarde comment vos enfants respirent dans nos écoles et on agit avec un capteur, une automatisation. On imagine que ça peut parler quand même à beaucoup de gens. Tout à fait, effectivement. Il y a plusieurs communes même qui par la lecture de ces retours de taux de CO2, ont voulu prendre au corps le sujet et améliorer même, dans le sens augmenter les débits, puisque des fois même les débits réglementaires ne suffisaient pas forcément pour avoir un bon taux de CO2. Donc on a pas mal de maîtrises d'ouvrage, des communes ou des agglomérations qui nous demandent maintenant d'augmenter les débits pour être sûr d'avoir un taux de CO2 qui est aux normes. Et surtout, plusieurs études ont prouvé qu'un taux de CO2 trop élevé n'était pas bon pour la concentration des élèves. Donc, c'est la première chose effectivement sur laquelle on veut agir, pour que les élèves soient moins dissipés, plus concentrés et qu'ils apprennent plein de choses. Daniel Jacquemot, vous nous l'avez rapidement évoqué en introduction. Qualibat a développé des qualifications pour la vérification notamment ce test RE 2020 qui est obligatoire maintenant sur les installations de ventilation dans les logements. La qualité de l'air intérieur, ça pourrait devenir un terrain où demain apparaîtrait une nouvelle qualification Qualibat? À Qualibat, effectivement, on commence à mettre en place une qualification, enfin, savoir ce qu'on va mettre comme définition, savoir ce qu'on va mettre comme exigence complémentaire. En réalité, ça fait déjà plusieurs années que Qualibat envisage de faire une qualification de mesure de la qualité de l'air dans les bâtiments. Mais on a attendu d'abord qu'effectivement la qualification 8741, c'est-à-dire le contrôle des systèmes de ventilation, soit opérationnel et qu'effectivement, parce qu'on sait très bien que si les systèmes de ventilation ne sont pas efficaces, parler de qualité de l'air, c'est peut-être pas le plus pertinent. Donc maintenant qu'on a la 8711 pour l'étanchéité de l'enveloppe, la 8721 pour les réseaux aéroliques, la 8741 pour le contrôle des systèmes de ventilation,
Maintenant, effectivement, on peut développer une qualification pour la mesure de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments, sachant qu'on a déjà des entreprises qui sont 8711, 8721 ou 41 qui font déjà ce type de mesure. Donc, en fait, c'est plutôt eux, d'ailleurs, qui nous demandent effectivement de nous lancer. Qui, d'ailleurs, ne sont pas spécialement des entreprises de ventilation. C'est vraiment plutôt des acteurs du monde de la mesure. Au début, on pensait qu'effectivement, pour la qualification 8741, les entreprises de ventilation s'approprieraient cette qualification, puisqu'elles ont tout à fait la possibilité légitime de la demander. En fait, elles ne sont pas venues, et quand elles ont besoin de faire effectivement ce type de contrôle, elles le font faire par un intervenant extérieur. Donc, nous, au niveau de Calibat, on est en train de travailler pour effectivement créer cette nouvelle qualification. Donc, après, est-ce qu'on la séparera entre habitat individuel, tertiaire, collectif, ou ça sera la même qualification? Tout ça n'est pas encore défini. Par contre, ça sera une qualification volontaire, parce que pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation que les mesures soient faites par des entreprises qualifiées. Donc, ça sera du volontaire. Et puis après, peut-être si ça doit évoluer comme les autres qualifications, un jour, peut-être que ça deviendra. Mais en tout cas, on se prépare déjà avec une qualification sur la mesure de la qualité de l'air intérieur. Très bien, merci beaucoup. On le voit, les bâtiments scolaires demeurent un terrain de jeu pour les acteurs de la ventilation. Rendez-vous dans le prochain numéro de Génie Climatique Magazine dans les tout prochains jours pour un retour sur cette émission. À bientôt.